Ce corps a été ramené d'Arabie Saoudite. C'est là que cette jeune femme travaillait comme domestique. Son cadavre est décharné, pourtant sa famille montre des photos d'elle en forme avant son départ il y a moins d'1 an. Pour son mari qui ne veut pas apparaître à l'écran, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Lors du dernier contact téléphonique, elle a dit « Je ne sais pas où je suis ni quelle est mon adresse. Je ne serai bientôt plus parmi vous. Prenez soin de nos 2 enfants. » Depuis une quinzaine d'années, des milliers de domestiques ont quitté Madagascar pour le Golfe, fuyant l'un des pays les plus pauvres au monde, où 9 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. Les cas de mauvais traitement se sont multipliés, devenant si préoccupants que le gouvernement a fini par interdire l'an dernier l'envoi de travailleurs dans les pays à risque, le Golfe et tout particulièrement l'Arabie Saoudite. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Je commençais le travail à 6 h du matin et je me couchais à 2 h du matin. Les statistiques sont rares, mais selon certains syndicats, plus de 30 domestiques sont revenus du Golfe dans des cercueils en 5 ans. D'autres, victimes de mauvais traitements, reviennent traumatisées comme Annick. Voilà comment ils considèrent toutes les bonnes là-bas, comme des esclaves. Ils les considèrent comme des chiens. Mon patron m'a carrément dit que vous les bonnes, on vous considère comme des poubelles. Malgré l'interdiction de départ des travailleurs migrants, un réseau clandestin continue d'opérer. Des agences en liaison avec des intermédiaires dans le Golfe facturent les patrons environ 2 000 € pour la livraison d'une domestique. Mais très peu d'agences, dont c'est pourtant le devoir, vérifient que l'employé est bien traité. Les autorités malgaches se disent impuissantes. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir contrôler sur place même. Même pour se déplacer en file, c'est difficile pour nous. On est toujours devant le fait accompli. On ne fait que subir. 20 à 30 domestiques reviennent toutes les semaines, désemparés comme cette femme, sans aucune aide de l'État. Elles sont parfois aidées par des syndicats, comme ici. Les trafiquants, eux, n'ont jamais été condamnés, mais 2 agences sont poursuivies par la justice malgache depuis peu. Les procès sont en cours. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai posté une vidéo très explicite et concrète du cas d'une jeune femme malgache qui a été enterrée dans le désert comme un vulgaire sac à patates, un animal, dans le désert saoudien. Ses amis étaient entourés d'elle, étaient autour et la pleuraient. Elle a été enterrée sans sépulcre. Comme vous le savez, les Madagascar, hein, les Malgaches, ben c'est un pays qui a ses rites et ses coutumes et qui accorde énormément de valeur aux morts. Et une cérémonie est organisée pour leur faire hommage et honneur. Et elle, malheureusement, elle n'y a pas droit. Elle n'y a pas eu droit, elle a été enterrée vulgairement. Du coup, j'ai posté cette vidéo. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez très certainement, cette vidéo n'ayant pas plu à un certain nombre de personnes, ils ont demandé à YouTube de la supprimer de ma chaîne. Donc YouTube s'est empêché de le faire. Bien évidemment, je suis en train de contester. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave, hein, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message qui doit être véhiculé. En effet, il y a des femmes malgaches et africaines qui rentrent par des réseaux. C'est pas la première fois que vous entendez cela, pour aller travailler dans les pays arabes, hein, que ce soit Émirats ou au Maghreb, etc. Et il s'avère que dans le cas de cette vidéo en Arabie Saoudite, eh bien, elle avait intégré un réseau pour travailler en tant que domestique. On vous l'a déjà dit maintes et maintes fois, il faut faire très attention parce que tous les employeurs ne sont pas, ce sont pas tous des bons employeurs. Il y en a certains, je reste persuadée, qui traitent très très bien leurs employés, hein, ils les respectent, ils les valorisent. Hein, mais là, pour la plupart des cas qu'on a tendance à signaler, il y a de l'abus, il y a de la violence, il y a de la maltraitance, il y a... les femmes travaillent parfois de 2 heures, elles travaillent de l'aube jusqu'à 2 h du matin sans relâche. Elles sont très mal nourries, elles sont battues, elles sont brûlées, elles ne dorment même pas dans des lits
comme des êtres humains normaux. Elles dorment carrément parfois sur le balcon ou dans le garage. En tout cas, elles vivent des conditions extrêmes et terribles. Elles sont méprisées, insultées, humiliées. C'est pire que des animaux. En gros, on est revenu à l'état de l'esclavage. Leurs passeports sont confisqués, elles n'ont pas la possibilité de contacter leur famille, elles sont contrôlées, surveillées, et c'est la catastrophe. Parfois même, certains employeurs abusent d'elles sexuellement, et dans le cas de cette femme malgache, il me semble qu'elle avait même dû être contrainte à la prostitution. Alors, d'après ce que j'ai pu lire dans les infos que j'ai glanées, mais ça reste encore à vérifier. Quoi qu'il en soit, c'est quand même de l'abus. Et parce qu'elle ne supportait plus cette condition, elle avait demandé à s'en aller. C'était catastrophique ce qu'elle vivait. Eh bien, ses employeurs l'ont assassinée et puis ils l'ont enterrée vulgairement dans le désert. Personne ne fait attention à elles. Toute la journée, elles font le ménage, le repassage, la cuisine et s'occupent des enfants. Et en plus, elles n'ont pas d'horaire et pas de vacances. Certaines sont même maltraitées, voire réduites en esclavage. Et depuis le suicide de plusieurs d'entre elles, la situation de celles qu'on appelle au Liban les petites bonnes fait scandale. Enquête signée Nora Awada. À l'aéroport de Beyrouth, c'est comme si Nasmi venait récupérer un colis. Là, ils vont nous appeler. Comme une vingtaine d'autres employeurs, il attend sa nouvelle domestique. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivé, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Beyrouth, l'Eldorado pour ces petites bonnes. La capitale du Liban, un lieu où il fait bon vivre. Chaque année, elle attire de nouvelles employées qui viennent des pays pauvres pour gagner leur vie. Il faut dire qu'ici, il y a du travail. Une famille sur 4 emploie une domestique et parfois plusieurs. Pour certaines, c'est le rêve d'une nouvelle vie. Mais parfois, il tourne au cauchemar. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non mais vraiment, Nasmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en ait, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Bien, Mara, ça va? Douche, bien? Tout va bien? Sans plus tarder, Mara commence son apprentissage. Première leçon, comment faire la vaisselle. Tu fais comme ça. Toi, voir moi.
Dis-lui de faire comme j'ai fait. Son employeur lui parle comme à un enfant qu'on encourage. Très bien. Bravo. Encore. Oui, oui. Bravo. Ferme le robinet. Accroche ça là. Accroche. Là. Très bien. Quand c'est fini, fini. Assieds-toi. Une fois le travail terminé, elle peut s'asseoir. Mara vient de vivre sa première journée de bonne au Liban. Le lendemain, vêtue de son uniforme de travail, Mara est emmenée par ses patrons à l'agence de placement par laquelle elle est arrivée. Comme toutes les domestiques, c'est sur catalogue qu'elle a été choisie par ses employeurs. Voici la fiche de Mara, avec son âge, 20 ans, son poids, 57 kilos, et sa taille, 1,60 m. Toutes les bonnes n'ont pas le même prix. Les plus chères sont les Philippines, payées 350 € par mois, le SMIC au Liban, car elles savent parler l'anglais et sont éduquées. Mara, éthiopienne, fait partie des moins chères avec un salaire de 150 € par mois. Le contrat est signé entre l'agence et l'employeur seulement. Mara n'a pas voix au chapitre. Ok, ça c'est le contrat qu'on signe avec l'employeur. Ok. Avant la demande de visa. Les clauses sont strictes. Elle aura droit à 2 coups de téléphone par mois, seulement 24 heures de repos par semaine. Le contrat ne parle pas des horaires de travail, encore moins des vacances. Enfin, Mara doit subir des examens sanguins, tuberculose, sida, test de grossesse. Là encore, ce n'est pas tant pour protéger sa santé que pour tranquilliser ses employeurs. Si elle est souffrante, elle ne sera d'ailleurs pas soignée ici, mais renvoyée dans son pays d'origine. Au Liban, il n'existe aucune loi qui encadre les conditions de travail des employés de maison. Un mois après son arrivée, Mara connaît un premier bouleversement. Bonsoir. Ce soir, c'est le grand déménagement. Salut Mara. Le couple chez qui elle travaillait n'était pas satisfait de ses services. Pour lui donner une seconde chance, ce sont les grands-parents qui la reprennent. Ceux qui avaient l'air de trouver si problématique son physique. Vous vous êtes habitué à son visage ? Oui, oui, elle est mieux. On la voit tous les jours. Et elle a une bonne âme. Elle va donc désormais habiter ici et dormir dans le salon familial. Ce qui a beaucoup dérangé le jeune couple, c'est que Mara venait d'un village très reculé et qu'ils ont dû passer beaucoup de temps à la former sur les moindres détails du quotidien. Alors quand j'ai allumé le gaz, elle a été très surprise de voir le feu. Je lui ai montré aussi comment on met des habits dans une machine à laver et comment quand on les retire, ils sont propres pour les mettre dans l'armoire. Là aussi, elle était surprise et s'est dit « Oh, ce sera tout propre !» Enfin, dans son langage. Ah oui, aussi le micro-ondes. Comment on met la nourriture et le plat sort chaud prêt à être mangé. Elle ne sait toujours pas fermer le robinet correctement, par exemple. Je dois toujours passer derrière elle pour le fermer. Quoi d'autre? On a dû passer 2 semaines à lui enseigner comment ouvrir et fermer une porte, comment aller aux toilettes, tenir une cuillère pour manger plutôt que d'utiliser ses mains. En fait, j'étais assez étonnée de voir qu'en 2013, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de portes et de fenêtres chez eux. La vie chez eux a été d'autant plus compliquée que la jeune femme comprend encore très mal l'arabe. Devant nous, ses employeurs l'attestent avec un mot qu'elle est censée bien connaître. Des confiseries. Des confiseries. Des confiseries pour Monsieur Jade. Tu connais les confiseries, amène les confiseries du frigo. Cherche les confiseries pour Monsieur Jade. Non, pour Monsieur Jade. Monsieur Jade. Qu'est-ce qu'il mange? Des confiseries. Où sont les confiseries, Mara? Vous voyez,
Alors, elle a trouvé des confiseries? Mara, c'est la regarde. Tous les jours, depuis qu'elle est là, je lui demande les confiseries. Elle est toujours incapable de me les ramener. Oui, bravo, Mara. Maintenant, va chercher les jouets. Jouets. Si ses patrons ne sont toujours pas satisfaits de son travail d'ici 2 mois, ils pourront avoir une nouvelle employée par leur agence sans payer de frais supplémentaires et Mara sera placée dans une autre famille. Il arrive que certaines domestiques connaissent des fins bien plus dramatiques. Non-paiement de salaire, sous-nutrition, harcèlement sexuel. Ces photos montrent des traces de violence. À la moindre erreur, ces femmes ont été battues, fouettées, brûlées à la cigarette, aspergées d'eau de javel ou d'acide. Désespérés, une centaine d'employés de maison se suicident chaque année au Liban. Bonjour mes chers amis, mes préférés. Je suis en ce moment très brisé, très accablé, très terrorisé par ces images que vous voyez en ce moment même. Ce sont des femmes, de braves femmes africaines qui sont allées chercher du bien-être au Koweït, mais qui se sont malheureusement vues confinées, enfermées, emprisonnées dans des maisons appelées maisons de contrat, où elles sont torturées, violées, passées à la servitude extrême. Et fatiguées, exténuées par la situation, elles ont décidé de fuir, de recouvrir leur liberté. Et dans la course, vous voyez, certaines même se sont brisées le pied. Je ne sais pas, c'est difficile à voir. Excusez-moi ces images si cela vous choque, mais on doit les montrer. Et de grâce, chers amis, épargnons-les des critiques. Oui, elles sont allées au Koweït, mais pour chercher du bien-être. Ce sont des femmes braves. Quand vous les voyez, vous savez que ce sont des Amazones. Elles sont allées chercher du bien-être, comme des Koweïtiens sont partout dans le monde. Et cela s'applique à toutes les nationalités. Vous ne trouvez pas toujours le bonheur chez vous. Parfois, vous êtes obligé d'aller ailleurs chercher le bonheur. Cela s'applique à toute l'humanité. Cela s'applique à tout être humain. Donc, de grâce, ne critiquons pas. Nous devons lever la voix ensemble et régler ce problème. Et mettre fin à ce fléau, à ce phénomène de mise en esclavage des femmes en ce 21e siècle. Chers amis, levons la voix ensemble. Et c'est une histoire, c'est un problème de l'humanité. C'est pas seulement l'Afrique, mais c'est un problème de l'humanité. Et l'humanité tout entière doit venir ensemble pour résoudre ce problème. Levons-nous les voix, chers amis. Que Dieu vous bénisse. So the need is for us to find jobs. Yeah, we found ourselves into slavery. Des domestiques africaines dans le désarroi au Liban après l'explosion de Beyrouth. Témoignage à suivre d'une Sierra-Léonaise. There is a time in our country when things are not easy. To be fed is a problem. We are homeless and naked. So we have to go to the Middle East for us to find jobs. Yeah, we found ourselves into slavery. Les paroles de cette chanson racontent l'histoire de Lucie, l'une de plus de 70 femmes sierra-léonaises qui veulent être évacuées du Liban. Je chante à propos de mon expérience parce que beaucoup de gens apprécient la musique. Je chante pour empêcher les jeunes de venir dans ce pays parce que je connais les abus que j'ai subis. Je dois sauver les jeunes qui pensent que lorsqu'ils viendront dans ce pays, ils auront une meilleure vie. Lucie s'est retrouvée au Liban sur la promesse d'un emploi d'enseignant, mais s'est retrouvée en tant que domestique pour une famille. Elle dit avoir passé 7 mois sans rémunération et lorsqu'elle a essayé d'en parler à la police, la famille aurait essayé de la tuer.
Je veux retourner au Sierra Leone parce que l'économie s'est effondrée ici. Et même si vous travaillez, ils n'ont pas les moyens de vous payer. Ils nous jettent dans la rue. Nous sommes coincés ici et nous n'avons pas de travail. Lucie a pu écrire sa chanson avec l'aide de la photographe Aline Deschamps. Quand je suis allée voir Lucie, j'ai vu 15 personnes dans une petite pièce sur quelques matelas qui mendiaient et demandaient de l'aide. Lucie m'a dit que l'histoire aurait un impact sur plus de gens si elle était accompagnée de musique. Quand elle a chanté la chanson, nous avons tous pleuré. La violence faite aux domestiques africains au Moyen-Orient est bien documentée. En 2018, la BBC a enquêté les abus de système kafala existant dans plusieurs pays du Moyen-Orient, où les domestiques sont légalement tenus par leurs employeurs. Mais au Liban, la situation est de plus en plus grave, à cause d'une économie ravagée, du coronavirus et maintenant un pays qui vient de faire face à une explosion meurtrière. Pour beaucoup, l'évacuation est une question de droits de l'homme. Une organisation libanaise qui lutte contre le racisme a pris contact avec Lucie et les autres femmes. Nous avons constaté que 70% d'entre elles ont été mises à la porte par leur employeur ou par leur agence de recrutement. Et 15% ont déclaré avoir fui en raison d'abus physiques ou verbaux ou de salaires impayés. Lucie attend toujours la réponse du gouvernement sierra-léonais sur une possible évacuation. Sa dernière chance de rentrer chez elle. Des centaines de jeunes femmes zimbabwéennes ont été victimes de maltraitance au Koweït. Dans ce pays du Golfe, elles sont exploitées sexuellement. La part de leurs bourreaux, des promesses d'employés de maison avec à la clé un salaire attrayant. Une fois sur place, c'est le revers de la médaille. Sylvie Chabikwa est l'une des victimes de cette mésaventure qui a réussi à s'échapper. J'étais obligée de faire certaines choses que je ne voulais pas. Quand j'étais encore au Zimbabwe, on m'a fait miroiter un salaire d'environ $600. Contrairement à ce qu'on m'a dit, au Koweït, le salaire était de $230. De plus, les heures de travail étaient très longues. Je devais travailler pendant environ 19 à 20 heures par jour. Malgré son diplôme, Sylvia ne parvenait toujours pas à décrocher un emploi dans son pays, d'où l'idée d'aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, elle se dit traumatisée par ce qu'elle a vécu au Koweït. C'était une expérience difficile que je n'avais jamais connue et je ne souhaite pas que quelqu'un passe par là. Je veux une assistance au moral car mon esprit n'est plus en place. Pour la société civile, le gouvernement zimbabwéen doit agir. Le gouvernement zimbabwéen devrait accélérer le processus de rapatriement de ces femmes au Zimbabwe. Il est de la responsabilité de tous les gouvernements de faire en sorte que tous les citoyens qui ont rencontré différentes catastrophes et problèmes en dehors de leur pays soient rapatriés. Le mois dernier, la police du Zimbabwe a mis la main sur un responsable de l'ambassade du Koweït soupçonné d'être impliqué dans cette traite. Les fonctionnaires de l'ambassade ont refusé de commenter cette affaire. Lomé, la capitale du Togo, est l'une des grandes villes africaines où des recruteurs proposent aux jeunes filles des places de femmes de ménage, de gouvernantes ou de babysitters dans les pays du Moyen-Orient. Opératrice de saisie dans la ville de Kové, au nord de Lomé, Akosiwa Afilemi s'est vu proposer un salaire mirobolant pour un poste de femme de ménage au Liban. Persuadée qu'elle gagnera mieux sa vie dans ce pays qui jusque-là lui était inconnu, elle a accepté l'offre. Dès cet instant, les choses sont allées très vite. Un passeport lui est rapidement établi par les recruteurs, puis direction Beyrouth au Liban. Sans vous mentir, lorsque je suis arrivée, c'est ceux avec qui je vais travailler qui ont venu me chercher à l'aéroport. Maintenant, ils m'ont amené dans leur maison. En même temps, là, on t'enferme. Le premier signe que j'ai constaté, avant de sortir,
S'il n'y a personne à la maison, on t'enferme toi seul. Mais les difficultés que j'ai eues, parce que leurs enfants, on ne les met pas au dos là-bas. Tu vas tout le temps courir derrière l'enfant. Et là-bas, j'ai suivi un enfant de 7 ans, de 7 mois. Donc, tout le temps, je cours derrière lui. Et après, lorsque sa maman revient du boulot, c'est maintenant, moi, je commence mes travaux jusqu'à minuit, 23 heures, comme ça, par là. Et déjà, à 5 heures, je me réveille. Là, je peux dire que là-bas, je mange au moins 2 fois là-bas par jour. Donc, là-bas, c'est bon, mais je ne sais pas que c'est bon. C'est là que j'ai décidé que ça ne va pas, que c'est trop fatigant, que je vais quitter. Et maintenant, j'ai quitté la famille dans laquelle j'ai tombé en n'en parlant pas. C'est très, très, très difficile. Là-bas, tous les enfants sont grands. Je n'ai plus petits enfants que je garde. Seulement, je travaille. Mais si je travaille là-bas, au retour de la famille, parce qu'eux tous, ils vont au travail, ils reviennent tous à 15 heures. À leur retour maintenant, on y va chez la maman de la dame. Maintenant, là-bas, c'est là-bas que je travaille encore plus que là où moi-même je suis. Et maintenant, on quitte là-bas à quelle heure il veut. Et si on est de retour là, malgré que tous les travaux sont finis, je n'ai plus rien à faire. Je suis obligée de m'asseoir à la cuisine jusqu'à l'heure où ça plaît à la madame avant de me dire d'aller se coucher. Tout le temps, lui, son problème, c'est de m'insulter. Si elle revient là, j'ai fait mes travaux ou pas où, c'est l'insulte. Déjà au portail, tu vas entendre le nom Élise. Donc c'est mon nom qui est Élise. Elle m'appelle comme ça là. Ce sont des cris. Elle commence par crier sur moi tout le temps, c'est du cri. Bon, comme j'ai décidé qu'elle m'amène au bureau, elle sait que je n'ai rien fait. Et maintenant là, elle ne peut aussi pas me demander pardon de rester. C'est par là, elle est partie me vendre à un autre bureau. Parce que je suis venue par un autre bureau. Elle m'a amené maintenant dans un autre bureau, que je cherche à aller au bureau, non, qu'elle va me montrer. Elle est partie me vendre à un autre bureau. C'est là où j'ai demandé que je vais voir ma madame bureau, la bureau par laquelle je suis arrivée, que je vais la voir. Ils m'ont dit qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est ici ton bureau. Je dis mais je ne comprends pas. Ils ont commencé par me gifler comme ça. Que pourquoi j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et c'est par là, il m'a enfermé pendant 4 jours. Le 4e jour, il m'a envoyé au travail. Je suis partie au travail. Je suis encore restée là-bas. J'ai fait 3 mois là-bas. Maintenant, le 3e mois, tout le temps, l'autre madame là, elle m'insulte, mais elle m'insulte dans l'arabe. Donc moi, je ne comprends pas l'arabe. Moi, on m'a dit que si je suis allée là, donc ils vont prendre 3 mois pour leurs courses qu'ils ont fait avant que moi je suis arrivée là-bas. Maintenant, les 3 mois sont finis, ils ne m'ont pas payé. Ils ont gardé mon argent là-bas pendant 3 mois. Ils m'ont gardé 3 mois de salaire. Et maintenant, c'est lorsque j'ai commencé par me fâcher que je vais prendre mon argent, à la fin du mois, je commence par crier. Quand ils ont commencé par me payer, ils m'ont payé seulement 2 mois de salaire. Et ils sont en 15 000 francs ici, mais ça n'atteint même plus. 150 $, ça n'atteint plus 75 000 francs ici. En plus des agressions physiques, certaines filles de ménage subissent des violences sexuelles, soit de la part de leur patron ou de leur chef de bureau, si jamais elles refusent de rejoindre une nouvelle famille. Même notre chef bureau, même là, moi sans mentir, le premier jour que je suis arrivée là-bas, il m'a tapé. Le 2e jour, il est venu chez moi me demander qu'il veut se coucher avec moi. Je dis à monsieur, s'il te plaît, veuille beaucoup m'excuser, je ne suis pas venue pour ça. Et sans vous mentir, je ne peux pas dire maintenant qu'il m'a forcé ou bien il m'a tapé à cause de ça. Il m'a tapé parce que j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et la 2e fois, j'ai acheté portable. Donc c'est pour ces 2 causes qui a fait moi, il m'a tapé. Donc, mais pour le CES, si toi-même tu le donnes, il va le faire. Après tout, il peut te taper encore. Si aujourd'hui, Akosiwa peut faire ce témoignage, c'est grâce à l'action du mouvement Martin Luther King du Togo. Ayant constaté une montée du phénomène, il facilite désormais le retour des filles qui le souhaitent. Dès que nous avons été saisis, nous avons remonté jusqu'à la filière à ces réseaux-là clandestins qui vivent aux dépens de ces filles, parce que c'est un commerce qui est juteux où ils ramassent beaucoup de sous, ils en font un fonds de commerce. Donc nous sommes arrivés quand même à mettre la main sur ces gens-là véreux qui se livrent à ce genre de commerce. Nous avons soumis la liste de ces réseaux-là aux autorités compétentes, notamment au ministère de la Sécurité, au chef de l'État. Nous avons eu quand même à discuter avec certains même de ces réseaux qui ont reconnu quand même être
les meneurs de ces filières. Et aujourd'hui, ce que nous avons estimé quand même que ils en ont tellement fait assez. Et nous avons demandé leur implication dans le retour de certaines filles. Bon, ce qu'ils ont pu faire, mais notre attente n'est pas encore satisfaite puisque il y a d'autres filles qui sont encore restées là-bas. Ce sont plus de 1500 filles domestiques togolaises qui vivent et travaillent encore dans ces secteurs au Liban. C'est dire donc que le combat pour le respect de leurs droits n'est pas encore gagné pour les défenseurs des droits humains. Là où les droits de l'homme sont violés, là où la dignité humaine n'est pas respectée, notre mouvement est présent. Donc, nous avons estimé que depuis que nous avons été informés, nous avons été saisis au début de cette année 2014, nous avions estimé que là, c'est la violation flagrante des droits de l'homme, c'est le non-respect de la dignité humaine. Et d'abord, c'est ce qui a motivé notre implication. Donc, c'est pour faire de telle sorte que les gens puissent recouvrer leur liberté, leur dignité humaine. C'est ce qui est primordial pour nous parce que leurs droits sont violés. Conseil que moi je vais donner là, moi je préfère qu'on n'a qu'à rester chez nous ici, même si le peu qu'on gagne là, on n'a qu'à s'efforcer. Je pense que Dieu va faire un jour et ça va aller. Tant que tu ne restes pas les bras croisés là, tu vas s'en sortir. Mais dire que je vais aller au Liban, faire les domestiques du Liban là, moi je te conseille tous ceux qui se préparent maintenant pour aller. Sinon, aller là-bas, c'est se tuer. Sans vous mentir, il y a un moment où on m'a même dit que si je ne sais pas faire là, qu'ils vont me tuer comme ça et personne ne va pas me voir aussi. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Bonsoir. Achetez-moi, c'est oui, aimer Céline. Il y a une fille qui m'a fait venir au Koweït. Elle m'a dit qu'elle est mariée légalement ici. Elle est mariée légalement ici. Qu'elle vit ici avec son mari. Qu'elle est chaude à la maison. Que moi de venir rester avec elle. J'ai dit ok. Moi, je lui ai dit que moi j'avais projet de voyage. Que actuellement je me cherche pour aller en Europe. Elle dit ici il n'y a pas de problème, tu peux passer, tu peux passer ici pour aller en Angleterre. Elle dit ah si c'est ça, tu peux si tu fais ça, c'est que vraiment ça me plaît. Donc moi j'avais projet de voyage. Donc elle m'a fait venir, je suis arrivée, si elle savait. Je suis arrivée là, c'est un arabe qui vient me chercher à l'aéroport. Il dit mais c'est pas toi qui m'as fait venir, c'est ma soeur qui m'a fait venir. Tu viens me chercher pourquoi? Il dit ta soeur là, t'as pas dit la vérité, on peut acheter. Et tu dis quoi? Ma soeur est guérie. Ma soeur est guérie, elle m'a vendu. Elle m'a vendu. Il est monté dans la voiture, on partit. Je dis ok. On partait, je priais dans mon cœur, je dis Seigneur, pourquoi m'abandonner, pourquoi me laisser? Donc on est parti. On arrive dans une cour, dit de rentrer dans la chambre, lui va fermer. Il dit ah moi je ne rentre pas. Si je rentre, tu vas me faire quoi là-bas? Moi je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer. Il dit de rentrer, mais je ne rentre pas. Il dit je ne rentre pas, il faut appeler ma soeur. J'appelle au gars. Au gars me parle arabe. Il dit mais tu m'as fait venir, tu parles arabe là, ça veut dire quoi? Tu me parles arabe, je ne comprends pas arabe. Avant de venir ici, c'est français, tout le monde a parlé, puis je suis arrivé ici. Et viens, tu me parles anglais, arabe. Là, je ne comprends pas arabe. Pour me parler français, je vais bien comprendre l'affaire là. Tu dis quoi? Donc, il a commencé à pisser sur moi. Il a commencé à pisser. Donc, arabe, maintenant, lui, il m'attend maintenant, je vais rentrer dans la chambre, je dis, il ne peut pas. Donc, c'est dans ça que je me suis échappé, il m'a récupéré, il a commencé à me botter. On dit sa première femme. Moi, j'avais mon sac à main dans ma main, c'est ça, je protégeais mon portable. Mon portable était déchargé en plat. Je luttais maintenant. Le monsieur me tabassait, mais c'est mon portable, je protégeais. Mon passeport. Il m'a frappé jusqu'à. Il m'a frappé, on dit, c'est ta femme. Maintenant, je me suis échappé. Il a croisé un policier. C'est là que je lui ai expliqué mon problème. À ce temps, lui, il était dans la voiture, il me poursuivait avec sa voiture.
Il me poursuivait avec sa voiture. Donc j'ai expliqué mon problème à le policier, là, il m'envoie la police. Il a pris piège de le monsieur. Lui, il m'envoie la police maintenant. On est parti d'appeler le monsieur, que le monsieur n'est qu'à venir à la police. Il n'est pas venu jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont donné un papier et de rentrer. Il m'a enlevé l'argent. Il m'a enlevé l'argent pour rentrer. Il m'a enlevé l'argent. On m'a supplié, il a dit pardon, aidez-moi, je vais rentrer. Je ne connais personne, même si je ne sais pas où je vais dormir. Aidez-moi. Le policier dit que moi je suis africain, lui l'arabe ne peut pas m'aider. On devait chercher. Je suis sorti, la police, il a porté un taxi, le taximètre, il a dit, ah, comme je ne connais personne ici, il faut me déposer à l'aéroport. Il faut me déposer à l'aéroport. Le taximètre m'a pris, m'a déposé au désert. C'est au désert, il m'a envoyé. Au désert là-bas, là. Je ne connais personne. J'ai commencé à marcher. Mes pieds étaient enflés, mon vieux était enflé. Mon portable était éteint aussi pour dire, il va prendre vidéo, il va prendre photo. J'ai commencé à marcher. Je pleurais. Donc c'est dans ça que j'ai croisé un jeune Ivoirien, c'est lui qui m'a appris pour m'envoyer chez lui ici. Donc j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent mon secours pour m'aider. Je suis dedans ici là. Je ne sors pas. Papier qu'ils m'ont donné là, ce matin, ils vont m'envoyer à la prison. Donc j'ai peur de faire prison. Donc je me suis caché. Je n'ai pas l'argent pour payer billet d'avion. Mon visa n'est pas encore périmé. Je t'en supplie, Hassan. Je t'en supplie, il faut faire à cause de Dieu. Pour faire à cause de Dieu, je t'en supplie. Pour faire à cause de Dieu, je t'en supplie. Pour faire à cause de Dieu, il faut m'enlever ici et laisser mes enfants, ma famille. Et si je suis dans la misère, tous les jours les policiers nous poursuivent. Tous les jours, on n'arrive pas à dormir. Je pose, je n'arrive même pas à dormir. Je t'en supplie. Aide-moi, je vais revenir dans mon pays. Aide-moi, je t'en supplie, grand frère. Bonjour, chers parents africains. Nous sommes précisément à la Chata, au Koweït. Nous sommes les jeunes filles ivoiriennes, Madagascar. Nous sommes des Africaines. Nous sommes venus au Koweït, venus nous chercher pour donner à manger à notre famille, à nos frères, à nos enfants. Mais nous sommes arrivés ici, nous sommes dans les difficultés, nous sommes dans les problèmes, nous sommes maltraités dans les maisons, nous sommes frappés, battus. Et nous avons fui nos maisons de contrat pour venir nous chercher, pour venir dehors. Nous avons fui nos maisons de contrat à cause des maltraitances. Maintenant, nous voulons rentrer chez nous. Nous avons des problèmes. Depuis un mois aujourd'hui, nous sommes devant la Chalta. La Chalta, c'est une société qui a été mise pour aider des personnes en détresse, des personnes qui veulent rentrer chez eux, Mais nous sommes venus, il n'y a personne pour nous aider. Nous n'avons pas d'ambassade ici. Nous n'avons personne. Nous sommes versés ici avec les Madagascar, nous les Ivoiriennes. Nous sommes ici avec les Madagascar. Nous n'avons personne pour nous aider. Donc nous crions à vous. C'est un cri de guerre, famille. C'est un cri que nous crions à vous. Venez nous aider, venez nous soutenir. Nous n'avons pas d'aide. Nos frères qui sont ici pour nous soutenir, on ne les voit pas. Pour faire nos laissez-passer, on ne les voit pas. C'est pourquoi nous crions à vous. Que vous soyez en Italie, en Europe, en Côte d'Ivoire, venez nous aider. Autorité de la Côte d'Ivoire, autorité de l'Italie, qui que tu sois africain, viens nous aider. Nous sommes vos enfants, vos femmes. D'autres sont malades parmi nous. D'autres même ont été battus, sont blessés ici. Venez nous soutenir, famille.
venez nous aider. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous n'avons pas de soutien. Nous n'avons pas de soutien. Aidez-nous. Aidez-nous. On sait que vous allez nous gronder. On sait que vous allez nous gronder. Si vous nous grondez, vous avez raison. Mais aidez-nous. Aidez-nous à rentrer chez nous. Aidez-nous à rentrer chez nous. Aidez-nous à rentrer chez nous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Certaines personnes, même parmi nous, ne savaient pas que ce pays était comme ça. Ne savaient pas qu'on maltraitait les gens ici. D'autres même ont été blagués. D'autres même aussi le savaient. Ils savaient, ils connaissaient la situation du pays. D'autres aussi ne le savaient pas. Et nous sommes venus ici, venus nous chercher. Maintenant, regardez dans les problèmes que nous sommes. Regardez dans le pétrin que nous sommes. Nous n'avons pas d'aide, nous n'avons pas de soutien. Nous sommes versés devant la Chalta ici. Nous sommes versés devant la Chalta ici. Regardez ici, c'est ici que nous dormons. C'est ici que nous dormons. Nous n'avons même pas à manger. Petit argent que nous avons sur nous, nous avons pris pour acheter la nourriture. Tout est fini. On n'a même pas de l'eau pour se laver. Même pour se laver, c'est difficile. Il n'y a pas de douche ici pour pisser. Il n'y a pas de douche ici. Il n'y a pas de toilettes ici. Nous sommes obligés d'attendre la nuit pour nous cacher dans les couloirs pour pisser. Aidez-nous, famille. Aidez-nous. Aidez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants. Vous pouvez nous gronder, faire ce que vous voulez. Mais laissez-nous rentrer au pays. Aidez-nous, laissez-nous rentrer au pays. Au nom du Dieu que nous servons, au nom du Père très haut, aidez-nous. Aidez-nous. Personne ne nous a envoyés. Personne ne nous a envoyés. C'est notre Nyangboya, nos Werewereya. C'est ce qui nous a envoyés ici. Notre Jaeria, c'est ce qui nous a envoyés ici. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes, nous sommes dans les difficultés. Venez à notre soutien. Nous venons ici, on verse de l'eau sur nous. On verse de l'eau sur nous. Nos bagages, on verse de l'eau sur nos bagages. Regardez, voilà nos valises qui sont ici. Tout est déposé au soleil. Tout est au soleil. Ils ont mis nos bagages au soleil. Même là où on s'assoit sur les gazons, on verse de l'eau sur nous. On fuit chaque matin. On va au soleil. Après encore, on revient, on vient s'asseoir encore. On revient encore. Venez nous soutenir. Venez nous aider. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide. Où que vous soyez, en Italie, en Amérique, aux États-Unis. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous au nom du Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous, pardonnez famille. Je me mets en genoux, je me mets en genoux. Vous ne nous avez pas envoyé, nous ne vous avez pas envoyé. C'est parce que nous sommes dans les problèmes que nous vous appelons. Nous sommes dans les problèmes que nous vous appelons. Aidez-nous, pardonnez famille. Merci beaucoup d'écouter ce que vos enfants vous disent, des cris de guerre que nous crions vers vous. Merci de nous écouter et merci de publier. Publier pour que tout le monde puisse voir comment nous souffrons au Koweït. Regardez, ils ont fermé les portails. Ils ont fermé les portails. On ne veut pas nous recevoir, nous les Noirs. Venez à notre secours. Venez à notre secours. Ce corps a été ramené d'Arabie Saoudite. C'est là que cette jeune femme travaillait comme domestique. Son cadavre est décharné. Pourtant, sa famille montre des photos d'elle en forme avant son départ il y a moins d'1 an. Pour son mari qui ne veut pas apparaître à l'écran, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Lors du dernier contact téléphonique, elle a dit « Je ne sais pas où je suis ni quelle est mon adresse. Je ne serai bientôt plus parmi vous. Prenez soin de nos 2 enfants. » Depuis une quinzaine d'années, des milliers de domestiques ont quitté Madagascar pour le Golfe, fuyant l'un des pays les plus pauvres au monde, où 9 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. Les cas de mauvais traitement se sont multipliés, devenant si préoccupants que le gouvernement a fini par interdire l'an dernier l'envoi de travailleurs dans les pays à risque, le Golfe et tout particulièrement l'Arabie Saoudite. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Je commençais le travail à 6 h du matin et je me couchais à 2 h du matin. Les statistiques sont rares, mais selon certains syndicats, plus de 30 domestiques sont revenus du Golfe dans des cercueils en 5 ans. D'autres, victimes de mauvais traitements, reviennent traumatisés comme Annick.
Voilà comment ils considèrent toutes les bonnes là-bas, comme des esclaves. Ils les considèrent comme des chiens. Mon patron m'a carrément dit que vous les bonnes, on vous considère comme des poubelles. Malgré l'interdiction de départ des travailleurs migrants, un réseau clandestin continue d'opérer. Des agences en liaison avec des intermédiaires dans le Golfe facturent les patrons environ 2 000 € pour la livraison d'une domestique. Mais très peu d'agences, dont c'est pourtant le devoir, vérifient que l'employé est bien traité. Les autorités malgaches se disent impuissantes. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir contrôler sur place même. Même pour se déplacer en file, c'est difficile pour nous. On est toujours devant le fait accompli. On ne fait que subir. 20 à 30 domestiques reviennent toutes les semaines, désemparés comme cette femme, sans aucune aide de l'État. Elles sont parfois aidées par des syndicats, comme ici. Les trafiquants, eux, n'ont jamais été condamnés, mais 2 agences sont poursuivies par la justice malgache depuis peu. Les procès sont en cours. Cher papa, chère maman, bonsoir. Je viens faire cette vidéo ce soir parce qu'on est fatigué. Nous avons quitté nos familles, nos enfants pour arriver jusqu'ici au Koweït. Ce sont nos frères qui nous ont dit qu'on vient ici, on va travailler, ménager, on va gagner beaucoup d'argent. On s'est lancé. En venant ici, on ne savait pas ce qui nous attendait. On ne savait vraiment pas. Nous sommes arrivés ici, on nous a vendus aux familles où nous allons travailler. Là-bas, on ne dormait pas, on ne dort pas, on frappe sur nous. Nous travaillons comme des robots. Tu ne dois pas te plaindre. Avec eux, tu ne dois pas te plaindre que tu es fatigué. Pour eux, c'est que tu es un esclave. L'esclave est appelé à travailler à tout moment, à toute heure. Quand tu te lèves à 5 heures, tu vas te coucher à 1 heure. On ne supporte pas. Tu tombes malade, ils ne t'amènent pas à l'hôpital. Tu restes là avec eux. Quand tu ne supportes pas, tu fuis. Et quand tu appelles l'office, les gens qui se sont chargés pour que nous arrivions, tu ne dois pas fuir. Il faut rester. Il faut supporter. Reste, supporte. Ça va finir. Quand tu te plains, même tu dis ça ne va pas. On me tape, je suis malade. Il dit non, c'est comme ça ici. Pourtant, au départ, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Quand nous fuyons, nous sommes arrivés dans cette maison aussi. On appelle ici le shelter. C'est dans cette maison, en entrant ici, maintenant que tu trouves que tu as aussi d'autres sœurs africaines qui sont ici. Comme il y a Chambre ici, ce sont des Camerounaises qui ont aussi fui, qui ne supportaient pas la torture. Parce qu'on vivait franchement une torture. Nous avons fui pour venir nous réfugier ici. Nous ne mangeons pas bien. Nous avons manqué de sang, nous avons des sœurs, ils sont 2 là qui sont couchées, très graves. On fait l'effort pour qu'elles se lèvent, elles essayent un peu de manger, elles n'arrivent pas, manque de sang. Elles sont très fatiguées. Nous voulons rentrer chez nous. Ça fait 5 mois que nous sommes enfermés ici. Nous plaidons au gouvernement de nous aider. C'est vrai que vous allez beaucoup nous reprocher, mais aidez-nous. C'est pas le moment, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et la maison où nous sommes ici, là, ils ont lancé une procédure pour que nous puissions rentrer. Et ils ont dit tout ce qu'ils peuvent faire. Comme nos familles ont confisqué nos papiers, nos passeports, ils ont décidé qu'ils vont faire maintenant de leur mieux pour que nous retournons. Il fallait que nous, de nous-mêmes, on fasse des laissez-passer. Nous avons tous, on s'est associés, tous nos soeurs aussi, on s'est associés. On a fait nos demandes, on a envoyé. On a contacté un monsieur qui nous a dit qu'il va nous aider pour envoyer. On l'a contacté, il a déjà envoyé. Depuis, nous attendons. Ça fait 3 mois déjà.
Il y a ceux on console ceux qui sont malades en disant que bientôt les laissez-passer vont venir. Bientôt, c'est comme ça qu'on essaie de ne pas décourager nos sœurs qui sont malades ici parce que ça ne va pas. Tous les jours, on nous renvoie. L'ambassade du Cameroun a dit qu'ils vont bientôt envoyer. L'ambassade du Cameroun a dit, nous vous plaidons, chers membres du gouvernement, aidez-nous, faites quelque chose pour nous. Et d'où nous sommes ici, le Baba qui nous garde ici, il a dit que nous avons 6 jours. Il nous donne comme ça 6 jours pour que nous rentrons, pour que nous les laisser passer arrivent. Au cas où il n'y a pas nous laisser passer, nous allons rester donc, nous allons demeurer ici enfermés parce que ici c'est une prison. Tu ne connais pas quand c'est la nuit, tu ne connais pas quand c'est le jour. Nous sommes seulement là enfermés, nous sommes seulement ici dedans. Nous mangeons, ça n'a même pas de vitamines. Nous sommes comme ça là enfermés, nous vous plaidons, chers membres du gouvernement. Et nous n'avons pas l'ambassade ici là, au Koweït, nous n'avons pas l'ambassade du Cameroun ici au Koweït. Nous n'avons pas. Donc c'est pour ça que nous plaidons. Nous plaidons pour que vous nous aidiez. Vous nous aidiez vraiment parce qu'ils nous ont laissé 6 jours. Dire qu'il ne nous reste que 6 jours pour que nous puissions rentrer. Pour que nous puissions recevoir nos laissés-passer et rentrer. Au cas où il n'y a pas, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Ils disent que c'est la faveur ils ont voulu faire pour nous aider. Qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc nous prions, nous vous en supplions, chers membres du gouvernement, de nous aider. De nous aider. Tous les jours, on nous renvoie à demain. Tous les jours, on nous renvoie à demain. Nous vous plaidons. Samuel Eto'o, si tu es au courant de cette vidéo, il faut nous aider. Essayez de faire quelque chose pour nous. Nous prions les hommes de bonne volonté, le gouvernement, de faire quelque chose pour nous. Nous voulons rentrer, revoir nos parents, nos familles. Voilà ceux qui sont couchés là. Ah, ce sont ceux qui sont là. Elles sont là souffrant. Depuis cette donc elles n'arrivent même pas à se lever. Nous sommes ces mal à coucher. Nous vous prions de nous aider. Je vous remercie. Vous qui allez lire cette vidéo, vous allez beaucoup nous reprocher, mais ce n'est pas le moment. Il faut d'abord nous aider. S'il vous plaît, chers amis, chers parents, partagez cette vidéo au maximum. Après une longue absence de 6 mois, Prudence revient chez elle à Douala. Des retrouvailles avec ses proches pleines d'émotions. Avec 7 autres Camerounaises, Prudence a vécu l'enfer de la traite humaine au Koweït. Recrutée comme femme de ménage par des réseaux de passeurs, elle a été vendue comme esclave au service d'une famille fortunée et n'a jamais touché aucun salaire. Comme je travaillais de 5h à 1h, je ne dormais pas bien, je me plaignais. Ils m'ont pas fait des abus sexuels. D'autres filles ont eu des abus sexuels, oui. Donc c'est les patrons qui les violent et elles sont enceintes. Violence sexuelle, humiliation, travail forcé, voilà à quoi ressemblait le quotidien de ces jeunes Camerounaises et d'autres Africaines au Koweït. Certaines arrivent à fuir leurs tortionnaires, notamment grâce à l'aide des organisations humanitaires. Il faut que les gens sachent que maintenant il faut arrêter ce genre de trafic et que nous les poursuivrons. Il y a une ferme volonté de notre côté de pouvoir le faire. Les autorités camerounaises tentent de rapatrier 15 autres jeunes femmes, toujours emprisonnées au Koweït. Jésus-Christ TV vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. egg sama kaw jaay ma doole mën ma egg sama kaw jaay ma doole mën ma waaw Liban maa ngi fay dem mois de juillet laa fa dem le 10 juillet di bisu vendredi laay def déggante sama xarit bi daal di waxtaan ak moom am contact ak moom di waxtaan ak moom après bi may waxtaan ak moom ne ko man de dama bëgg liggéey. Avant de partir, on nous a dit qu'on va aller s'occuper des enfants et il y a des gens qui vont nous préparer à manger. Mais arrivé là-bas, on voit que c'était pas ça. On nous maltraite, on ne mange pas. Le petit déjeuner, on le prend à 16 heures. Et aussi, on dormait dans la cuisine. J'ai fait 7 mois là-bas, mais j'ai travaillé dans 6 maisons. Dans la première maison, on ne me donne pas à manger. Je travaille du matin jusqu'à minuit. Je ne mange pas. Ce qu'on mange, c'est le pain. À 16 heures, c'est fini. Et je les ai demandé, j'ai fait un mois là-bas, je les ai demandé de m'amener au bureau. Ils m'ont amené. Arrivé au bureau, le propriétaire du bureau m'a demandé qu'est-ce que je suis venue pour faire. On ne m'a pas parlé de ce travail avant de venir. J'ai dit non. Puis on m'a parlé des enfants. Et ils m'ont envoyé dans une autre maison. Arrivé là-bas, c'est la même chose. On ne mange pas, on ne mange pas. Et dans la deuxième maison, le monsieur veut coucher avec moi. Et j'ai refusé. Parce que là-bas, je dormais dans la cuisine. Lorsque je n'ai pas accepté, le monsieur commence à me menacer là-bas. Il ne me donne pas à manger, même le pain là, je ne le trouve plus à manger. Maintenant, j'ai demandé de m'amener au bureau. Arrivé là-bas, il est parti là-bas, il est parti au bureau, dit que je veux voler son argent. Et ils ont commencé à crier sur moi que je suis du voleuse, le propriétaire du bureau veut me taper même. Et c'est de là, c'est de là que j'ai dit que je vais retourner. Je ne suis pas esclave, on ne m'a pas parlé de ce travail avant de venir. Maintenant, il me dit que je ne peux pas partir comme ça, que j'ai signé un contrat de 3 mois, 3 ans. Pour cela, on ne peut pas me laisser à retourner au Togo comme ça. Et j'ai dit, si c'est comme ça, je vais rester là-bas jusqu'à 3 ans là. Je ne vais plus travailler, je vais rester là-bas. C'est de là qu'on m'a trompé, qu'on va m'amener dans une autre maison. Arrivé là-bas, c'est une vieille, elle n'arrive même plus à marcher. C'est moi qui va la tenir, même si elle va aller à la toilette, c'est moi. Tout là, je ne peux plus. C'est de là qu'on m'a dit, le 27 avril, j'ai demandé de quitter. Je vais retourner, je ne vais plus travailler. On m'a amené au bureau là-bas. C'est de là qu'on m'a commencé à taper. Pourquoi je suis venue? Je suis venue pour les visiter là-bas. Je suis touriste. On commence avant de nous taper, ils ont fermé toutes les vitrines, toutes les portes, ils ont fermé ça. Et ils ont commencé à me taper. Ils sont au nombre de 4. Ils ont commencé à me taper, me chiffrer partout. C'est de là que j'ai téléphoné, je les ai demandé de me laisser parler avec maman avant de mourir. Ils m'ont laissé. C'est de là que j'ai parlé avec ma maman, qu'ils vont me tuer. Et ma maman était partie chez la dame qui nous a amenés là-bas. Ma maman était partie, restée là-bas. Que si je ne suis pas de retour aujourd'hui là, elles vont les convoquer. C'est de là qu'ils m'ont laissé le 29 avril. Je suis retournée au Togo. Quel est le nom de la dame qui t'a emmené là-bas? Je connais le nom du monsieur. C'est madame monsieur. Oui, c'est le nom, c'est quoi? Agbofia. Agbofa. Et la dame là, elle s'appelle ma soeur. Alors si vous avez un conseil à donner aux filles congolaises aujourd'hui, quel serait le conseil? Ce que moi j'ai à dire, c'est de... Même s'ils sont en train de souffrir aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à rester au Togo. Le bonheur là, ils ne vont pas vous. Tu veux ça ailleurs? Tu veux ça ailleurs. Ils n'ont qu'à rester dans leur pays. Ailleurs, au Liban ou ailleurs? Même, c'est pas au Liban, même à l'extérieur du pays même. En France, quoi. Tu étais en France? Non, c'est raison de dire ailleurs. Ailleurs, c'est normal qu'elle dise ailleurs. Ils n'ont qu'à rester là-bas, même si c'est du sable, ils n'ont qu'à manger ça comme ça. Merci.
Mademoiselle Biovak Bedevi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment se fait-il que tu t'es retrouvée au Liban? C'était mon cousin qui m'a parlé de ça. Elle a un ami. Son ami, il y a sa soeur au Liban. Donc on cherche encore des gens pour aller travailler là-bas. C'est pour ça qu'il m'a parlé. J'ai eu peur un peu parce qu'il m'a dit non, c'est pas de problème, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de très mal. Donc je lui ai dit, maintenant comment on va faire? Il a dit, on fait des passeports et tout, nous on va rien utiliser. J'ai demandé encore, arriver là-bas, comment ça va se réaliser? Il m'a dit, il ne sait rien de ça, mais il sait que là-bas c'est pas grave, que tout passe normalement. Et je me suis lancée dans l'affaire. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Et le projet sur le Liban est arrivé. Vous lui avez dit que vous voulez travailler ou bien quoi? Qu'est-ce qui vous a animé? Non, c'est lui qui m'a parlé que c'est un travail de maison. Et ça m'a plu. J'ai dit si c'est un travail de maison, c'est pas grave. Même chez moi, ici, je travaille à la maison. C'est pas grave, je peux tenir. Elle m'a parlé. Il a parlé à son ami est venu. On a encore parlé. Et je lui ai dit oui, je peux. Et il m'a amené là où il peut m'amener. Oui, mais c'est toi-même qui as dépensé? Non, je n'ai rien fait. Seulement, nous, on a fait carte d'identité. Eux, ils ont fait passeport et le visa. Donc, c'est eux qui ont fait les démarches pour les visas et vous l'avez obtenu? Oui. Bien. Et maintenant, tu as quitté Lomé pour le Liban? J'ai quitté Lomé, mais c'est pas Lomé, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion au Ghana. Oui. Oui. Pour le Liban? Pour le Liban. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé au Liban. Le départ, c'est au Ghana. Arrivé au Liban, bon, je ne suis pas la seule. Il y a plein de filles là-bas. Arrivées, on nous met, il y a une place, on nous met, tu ne vas pas bouger. Oui, mais dis-moi, est-ce que tu as pris le vol seul à Accra ou bien vous étiez nombreuses? On était 3 filles. Ok. Oui. Oui. On a pris le vol. Arrivé au Liban, on est resté là-bas. Après, là où on va travailler, les gens viennent pour nous prendre. Arrivé, quand les gens sont venus, le passeport, c'est eux qui ont retiré le passeport. On ne nous a pas donné. Donc on est parti. De là-bas, mes amis dont on a quitté ici, on n'est plus ensemble. Tout le monde a pris. Oui. De là-bas, on a dit adieu et on s'est séparés. Arrivé à ma place, bon, on ne m'a pas amené directement à la maison. On m'a amené dans un village. C'est là-bas que j'ai travaillé 2 mois et demi. Tu as fait quoi? Je faisais ménage, je repassais les habits. Il n'y a pas un moment que tu vas s'asseoir. Ils crient sur toi, ils ne donnent même pas à manger. Chaque jour, je pleure. Je n'ai même pas eu le temps. Je ne sais pas comment je vais dire. Il n'y a pas eu de contrat entre vous? Il y a. Le contrat, c'était à 3 ans. Et il y a un bureau dans le pays qui si tu as eu problème et quoi, c'est lui. Et arrivé, j'ai travaillé 3 mois, on ne m'a pas payé de l'argent. Il m'a dit que c'est pour le bureau. Je n'ai rien dit. 3 mois, j'ai travaillé sans payer. Mais dans ce village, c'est ma première fois ce travail au Liban. On m'a beaucoup maltraité. Mais on a dit le contrat était à 3 ans. Tu as fait seulement 3 mois, qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien dire. Avec ma prière, je pleurais chaque jour. Il n'y a pas un moment que moi je n'ai pas pleuré. Dis-nous concrètement, dis-nous concrètement ce qui s'est passé. Tu as dit qu'on nous maltraitait. Quel genre de traitement? Quoi par exemple? On te tapait? Non, on ne me frappe pas. Oui.
Qu'est-ce qu'on te faisait que tu as considéré comme étant un mauvais traitement? Le travail avait dit ici, on travaille 7 jours dans la semaine. Le 8e jour, c'est ton jour de repos. J'ai dit ok. Arrivé, je travaille 8 jours. Il n'y a pas de repos. Il n'y a même pas le temps, tu vas s'asseoir. Tu as été malade une fois? J'étais malade. Si je lui parle, il me dit ça c'est pas grave. Peut-être tu veux avoir tes règles. J'ai dit non, c'est pas ma première fois je vais avoir mes règles. Moi je suis une grande fille, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Vraiment j'ai mal. Elle me dit rien, il me dit rien. Il me donne seulement, il y a un médicament comme paracétamol, on l'appelle Panadol. On ne t'emmène pas à l'hôpital? Non. 2 ans, 2 mois j'ai fait, je ne sais pas c'est où l'hôpital. Comme ça. Jusqu'à, on a quitté dans le village. En hiver, il quitte dans le village pour arriver à la ville. On est resté à la ville. À la ville, le matin, elle me prend, elle me dépose chez sa belle-mère. Je travaille là-bas le matin. Et le soir, on revient à la maison. Et encore, je continue à la maison. Mais avant de quitter au Togo, le contrat ne m'a pas dit comme ça. C'est comme ça que je vais travailler. Tu n'as pas revendiqué? Oui, je l'ai appelé. J'ai dit je ne comprends pas ce travail. Parce que le travail avait été dit bien avant que j'ai signé le contrat. Il dit toi tu as signé le contrat pour 3 ans. J'ai dit non, j'ai signé le contrat pour 3 ans à condition. Le travail doit être fait chez toi seulement. Et après chez toi j'ai un repos. Elle me dit, je ne peux pas te laisser seule à la maison. J'ai dit, je vais parler avec le bureau. Elle n'a pas refusé. J'ai parlé avec le bureau. J'ai dit, comment se fait-il que je vais travailler dans 2 maisons? Et le bureau Qui sont ces gens-là qui occupent le bureau? Ce sont des Togolais? Non, c'est des Libanais. Et le monsieur a dit, tu as raison. Mais la dame a dit, c'est parce que tu es venu la première fois, tu ne sais pas bien faire les choses, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas, un peu, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit ok. Comme ça, on continue. Et après, elle a un enfant avant. Elle m'a dit, j'ai un enfant qui a 2 ans. Je le surveille, je fais tout. Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Eux-mêmes, je ne peux pas dire non. Je fais tout ce qu'elle me demande. Je le respecte tout. Même si elle ne me donne pas, elle me maltraite, mais moi, je le respecte toujours. Elle a un enfant. J'ai fini j'ai fait 9 mois. Elle a été en grossesse. Après mon 9 mois, quelques moments, elle a accouché. Quand elle a accouché, le travail est encore plus qu'avant. Le travail était encore double. J'ai des vertiges. Je lui dis, madame, s'il te plaît, j'ai des vertiges. Il dit, c'est rien ça, c'est rien. Si tu dors le soir seulement, c'est fini. J'ai dit, madame, ne fais pas la tête avec moi. Et tu n'as pas pu contacter ceux avec qui tu as discuté ici pour leur faire part de tes difficultés? Non, je ne veux plus parler avec eux parce qu'en quittant ici, eux, ils ont dit, je dois les payer aussi $200. Alors que j'ai payé $600 dans le pays. J'ai travaillé 3 mois, on ne m'a pas donné de mon salaire. Et eux aussi, ils disent, encore je vais leur donner $200. J'ai dit non, moi je ne peux plus. À cause de ça, je ne parle plus avec eux. Et tes pièces d'identité sont restées avec eux? Mon passeport. Oui. Oui. Bon, comment tu as fait? Mais tu as fait combien de temps maintenant? Malgré tout le traitement que tu juges aujourd'hui malveillant, tu as fait combien de temps au Liban? J'ai fait 2 ans, 2 mois au Liban. 2 ans, 2 mois au lieu de 3 ans? Oui. Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres Togolaises qui sont là-bas? Il y a plein de Togolaises qui se plaignent, qui pleurent. Si on se raconte comme ça, c'est pitié parce que les enfants, on sort, on va, certains jours, on va dans les restaurants et laisse les enfants. Il y a des places il y a des places les enfants jouent.
il laisse les enfants avec toi, tu la surveilles. C'est là-bas, il y a d'autres enfants, il y a des gens qui viennent, c'est une place pour les enfants. Et c'est de là, tu profites pour parler avec ta... il y a des Togolais. Oui, pas seulement des Togolais, des Africains, Kenyans, tous les pays. De toutes les nationalités pratiquement. Oui. Et qu'est-ce que tu tiens, mais là? J'avais trop mal, je pleurais. Avant de quitter, j'ai fait les 2 ans, 2 mois. Quand chaque 1 an, tu dois signer un papier. C'est comme une nationalité libanaise. Tu dois avoir. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rester dans le pays. Donc, 1 an, on renouvelle. C'est ça, j'ai fait 1 an. Quand j'ai fait 1 an fini, j'ai dit je ne peux plus, je vais partir. Elle m'a dit ok, tu ne peux pas partir. Si tu veux, tu es ici pour 3 ans. Si tu veux partir, tu me donnes 1 million de ici CFA, 1 million CFA avant de quitter. Mais quand j'ai fait les 1 an, je n'avais rien. Je n'avais rien parce que j'ai payé les $600 et comme ça, je n'avais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je pleurais. Après, elle m'a appelé. Elle dit, je sais que tu es très gentil, c'est pour ça que je vais te dire ça. Tu vas travailler avec moi, dis-moi, je ne vais pas te payer. Et après, tu quittes. J'ai dit, ce travail dur, comment je vais le faire? 10 ans, dis-moi, tu ne vas pas me payer. Je ne peux pas. Ok. Et si tu ne peux pas, ok, tu vas aller en prison. Qu'est-ce que je vais faire? Même si je veux parler avec mes parents, ils ne me laissent pas. Ils ne me laissent pas. Si je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Et après, il m'a dit, ton décision, dis-moi. J'ai dit, je vais rester encore. Je vais rester pour finir mon contrat. Et on a continué. Le moment où il ne me paie pas chaque mois. Il me paie tous les 6 mois. Il me paie. Quand 6 mois viennent, j'ai dit, madame, on est maintenant, les 6 mois sont finis. Elle dit oui. Mais qui tu veux envoyer l'argent? J'ai dit, je vais envoyer l'argent à mon oncle. Il me dit, oui, mais je ne t'ai pas dit 6 mois, je vais te payer. J'ai dit, non, madame, toi, tu as dit 6 mois. Que non, j'ai vu que les 6 mois, je vais beaucoup dépenser. Je vais te payer 5 mois. J'ai dit, ok, paye-moi 5 mois. Elle a envoyé les 5 mois. Encore 5e mois, encore, j'ai dit, madame, maintenant c'est 5 mois, parce que vous avez dit c'est 5 mois, vous pouvez. Il m'a dit non, qu'est-ce que tu as chaque jour, tu chantes ton idée. J'ai dit non. Avant tu disais 6 mois tu vas me payer. Je n'ai rien dit. Maintenant, comme tu as dit, les 5 mois tu peux. Et maintenant encore on est le 5 mois. Et il me dit, ne me parle plus. Je ne veux pas te voir ici. Je suis avec lui dans sa chambre. Il dit, ça, je ne veux pas te voir. Va dans ta chambre. Et puis, moi je suis venue à la cuisine. À la cuisine, il y a des choses, je veux faire des enfants, je veux préparer des choses. Elle est venue à la cuisine. Il dit, je ne veux pas te voir. Je t'ai dit, va voir ta chambre. J'ai dit non. Et j'ai crié sur lui, non. C'est mon argent, je travaille dur pour toi. Tu dois me payer. Après, son mari est venu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je veux mon argent. Il a dit, ok, on va te payer, c'est pas grave. On m'a payé. Et après tout ça, j'ai dit, moi je ne peux plus. Je travaille, je pleure. Je suis malade, tu ne me vois pas. Mon argent, encore chaque jour, on va se discuter, je ne peux plus. Donc, je veux mon argent chaque fin du mois. Il me dit, je ne peux pas te donner. J'ai dit, pourquoi? Il dit comme ça. J'ai dit, ok, je vais parler avec le bureau. Il a dit, pas question, le bureau ne veut pas t'attendre. J'ai dit, moi, je vais parler avec le bureau parce que quand je suis venue ici, j'ai payé le bureau. C'est leur droit, ce que je veux, il doit me faire. Après, son mari a dit, laisse-lui parler, c'est pas grave. J'ai parlé avec le bureau. Le bureau a dit, oui, tu dois prendre ton argent chaque fin du mois. Et dès ce jour, chaque fin du mois, il me donne mon argent. Quand j'ai fini les 2 ans, 2 mois, j'ai dit, madame, je ne peux plus. Je vais retourner dans mon pays. Encore les deux, ils ont crié sur moi. Que toi, tu es venu dans cette maison, nous, on a... Chaque temps, tu dis, tu veux partir, tu veux partir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas que c'est 3 ans que tu es venu pour faire. J'ai dit oui. Le contrat a été fait. Toi, tu m'as dit, tu as un enfant. Maintenant, tu as 2 enfants. Encore, tu me payes $200.
Tu crois que 200 dollars c'est quelque chose dans mon pays? Non, moi je vais retourner, je ne veux plus. Après, il dit, ok, si tu ne veux plus, comme tu ne veux plus là, il y a la rentre dedans, rentre chez toi. Ils ont fermé la porte, je suis dedans. Le soir là, ils ne m'ont pas donné de manger. Mais quand même, j'ai continué à travailler. Le matin, je me suis réveillée, j'ai frappé la porte. Ils ont dit, c'est quoi? J'ai dit, non, je vais sortir. Ils ont ouvert la porte, j'ai sorti. J'ai préparé tout ce que je vais préparer pour les enfants pour qu'ils quittent à l'école. J'ai fait tout. Quand il revient, il me voit, il me parle pas. Moi aussi, je ne les parle pas. Il me dit pas bonjour, je ne dis pas bonjour. Parce que mon corps est devenu chaud, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comme ça, on était jusqu'à... Comme on a fait 3 semaines. Après, il dit, c'est quoi ton décision? J'ai dit, je vais partir. Je ne veux plus, je vais aller dans mon pays. J'en ai mal. Même si mes parents m'appellent, il éteint. Il ne veut pas me donner. Mais je vous ai dit, j'ai 2 enfants. Je vais parler avec mes enfants. Chaque jour, je pleure. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis très bien avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Même si mes parents appellent, donne-moi pour que moi aussi je sois un peu contente chez vous. Je ne t'ai rien fait. Je fais tout pour toi. Après, il dit, ok. Maintenant, ton décision, c'est qui? J'ai dit mon décision. Je suis malade. Il dit, ok. Si vraiment tu es malade, c'est pas toi qui vas dire. J'ai dit, c'est moi qui sens, c'est moi qui va dire. Il dit, non, c'est pas toi qui va dire. On va t'amener à l'hôpital. Si vraiment tu es malade, tu ne peux plus continuer, c'est l'hôpital qui va nous dire. Et vite, on t'envoie. Elle dit, ok. Ok, j'ai dit, ok, je vais aller à l'hôpital. Et je suis partie à l'hôpital. J'ai fait les radiographies. Ils ont pris mon sang ici, c'est pour ça. Ici, c'est noir. Ils ont pris le sang ici. Ici, cet côté. Ils ont pris mon sang. Ils ont pris tout. Et j'ai dit, je suis malade. Il m'a dit, ok. Même si tu es malade, c'est pas toi qui vas dire, je ne veux plus faire le travail. On va t'amener à l'hôpital. C'est l'hôpital qui va nous dire, tu es malade, tu ne peux plus continuer. J'ai dit, ok, comme vous voulez. Et elle m'a pris à l'hôpital. On a fait tout. L'hôpital a dit, je n'ai rien. J'ai dit, comment je n'ai rien? J'ai trop mal ici. Mon dos, même si je veux m'asseoir, je ne m'assois pas comme ça. Je m'assois avec, je mets mon soulier derrière mon dos et si je m'assois comme ça, j'ai trop mal au dos. Même la nuit, je ne dors pas. J'ai dit, comment ça? On m'a dit, je n'ai rien. Toi, tu n'as rien, tu m'as. J'ai dit, non, madame, je ne mens pas. Vraiment, j'ai mal, je ne peux plus continuer, j'ai trop mal. Il dit, ok, je ne veux pas beaucoup de discussions avec toi. Si tu as mal, tu sais, c'est combien coûte le ticket? Elle dit, je ne sais pas, mais je vais aller. Il dit, ok. Elle a appelé le bureau. Le bureau a parlé avec moi. Le bureau a dit, qu'est-ce que se passe, bureau? J'ai dit, non, c'est rien. Je les ai dit, je ne peux plus continuer parce que je suis très malade, je vais rentrer dans mon pays. Le bureau a dit, ok, ne s'entête pas, fais tout ce que la dame te dit. J'ai dit, non, je ne peux plus, je vais retourner dans mon pays. Je veux mon village, je veux aller. Et ils ont dit, ok, quand tu vas aller, ok. Tu vas payer $800 avant de quitter. J'ai parlé avec le bureau, $800, tout ce que j'ai encore, je vais jeter ici. Oh, sois pitié. Elle a dit, il n'y a pas pitié, c'est comme ça. Pense-toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, oui, je vais payer. Elle dit, mais immédiatement, donne l'argent à la dame. Je suis partie, je lui ai donné les $800. Elle m'a dit, merci. J'ai donné les $800 dimanche soir. Lundi, ils ont payé le ticket. Lundi soir, j'ai quitté. Avec le passeport? Oui, avec mon passeport. Donc le passeport était avec les Libanais? Oui. Ils te l'ont remis? Oui. Arrivé à l'aéroport, ils ont payé le ticket, ils ont fait tout avant. Ils m'ont remis le passeport. Oui, maintenant tes bagages? Mes bagages, dès que j'ai rentré, ils ont pris le bagage. Pourquoi? Ils ont dit, tu ne peux pas porter les habits pour travailler. Si tu, chaque jour, jusqu'à 3 ans,
tous les habits vont être foutus. Tu ne peux plus, tu vas aller chez toi, valise vide. Avant, ils ne m'ont pas donné le... c'est un costume, on l'appelle tablier. C'est ça on porte. Ils ne m'ont pas donné avant. Ils m'ont donné, si ils ont porté les habits, ils sont déchirés, ils sont quoi? Ils te donnent, ils disent mais les porte-les, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux rien. Moi je suis quelqu'un de très gentil, je ne parle pas. Seulement, je pleure. C'est ça qui est mon problème. Ils ont bloqué tes habits? Oui. Tes habits n'étaient plus avec toi? Non, je n'ai pas. Les habits que j'ai pris, je n'ai même pas porté. Même un jour. Ils ont pris, oui, ils m'ont donné des choses qui ne sont pas jolies. Mais je porte. Après ça, ils m'ont donné 2 costumes. Donc, tu as fait 2 ans, quelques mois. Tu es allé combien de fois à l'hôpital? Je n'ai jamais allé à l'hôpital. Sauf ce jour-là. Nena, quand tu es revenu, tu as revu ce que tu avais vu avant que tu ne partes au Liban. Ceux qui t'ont aidé à faire le voyage, tu les as revus? Non, je ne les ai pas revus. Ceux qui sont ici? Ici au Togo? Non, je n'ai pas revus. Tu n'as pas cherché à les voir? Non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Merci Biava. Ici, toutes ces femmes qui sont ici présentes représentent tous l'Afrique. Il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun plutôt. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes, les Sierra Leonaises. Nous sommes tous ici retenus par les Arabes. Ils ne veulent pas nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes au Koweït. Ils nous ont dit qu'ici, c'est un centre de recueil de réfugiés ici. Donc nous sommes venus, normalement nous ne devons pas payer de ticket pour rentrer chez nous. Mais on nous impose une somme que nous devons payer pendant que nous n'avons rien sur nous. On refuse de nous laisser rentrer chez nous. C'est pourquoi on crie à vous, on vous demande de l'aide. Toute l'Afrique, ayez pitié de ces femmes qui sont en détresse, ces femmes qui ont des enfants, ces femmes qui ont des maris au pays. Nous pleurons tous. Vous êtes tous, vous représentez tout pour nous. C'est vous ceux qui pouvez intervenir pour nous. Nous nous en supplions. Venez-nous en aide. Regardez comme nous sommes. Il y a certaines femmes qui sont malades. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis des mois, 3 mois, 4 mois, nous n'avons pas la possibilité de rentrer chez nous. Nous en supplions. Nous en supplions. Aidez-nous. L'Afrique, c'est l'Afrique qui est en train d'être humiliée. C'est l'humiliation réelle que nous vivons ici. L'humiliation, ces femmes que vous voyez ici, c'est l'humiliation que nous vivons. Regardez-nous, ayez pitié de nous, nous sommes au Koweït. Depuis tant d'années, nous sommes ici. Nous sommes retenus. Ils ne veulent pas nous laisser partir. Chaque jour, il y a des choses qui viennent. Pardonnez. Ayez pitié. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez toutes ces femmes en larmes. Regardez. Regardez ces femmes. Elles sont malades. Regardez. Elles sont malades. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. La Guinée, le Mali, les Sierra Leone. Ayez pitié. C'est toute l'Afrique qui vous pleure. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, les femmes sont les nègres du monde. Connaissez-vous l'histoire de Fatouma, une jeune malgache de 26 ans, retrouvée le visage boursouflé et les cheveux ébouriffés à la sortie de l'aéroport d'Ivatu, l'aéroport international d'Antananarive, ou celle d'Orazanamis, 23 ans, qui, après avoir vu une émission à la télévision vantant l'Eldorado dans les pays du Golfe, décide de partir.
Je pourrais vous citer plus de 2 millions de noms qui, selon l'Organisation internationale du travail, sont victimes de travail forcé lié à la traite interne et externe. Et 80% ont des prénoms féminins. La traite des personnes a connu une très forte croissance durant les dernières années. L'esclavage a été aboli dans tous les pays depuis les années 1980, en théorie. Néanmoins, en pratique, l'esclavage est toujours présent sous de nouvelles formes et s'est adapté au nouveau visage de la société. À travers ma voix, écoutez, Fatouma, qui s'est laissée convaincre par la promesse d'un salaire qu'elle n'a jamais touché. Pour payer ses études d'anglais, elle décide d'aller travailler comme domestique en Arabie Saoudite pour un salaire de $200 par mois. Dès le début, je travaillais jour et nuit, parfois même sans manger. Puis, mon patron a voulu que je couche avec son fils. J'ai refusé et ils m'ont violée. J'ai fini par m'enfuir lorsque je les ai aperçus en train d'aiguiser des couteaux. Et Razanamis, tout n'était que mensonge. On nous parlait de 15 heures de travail par jour. J'en ai fait souvent 20 dans la même journée. J'ai voulu m'enfuir de chez mon patron. Il m'a brûlé au visage et au bras avec un briquet pour m'obliger à lui rendre les 2 mois de salaire que j'avais cachés dans ma culotte. Il me disait, tu vas rentrer chez toi, mais dans un cercueil. À Madagascar, dans certaines familles pauvres, quand naît une fille et qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur éducation, certaines décident de marier les aînés à l'âge de 15 ans en échange d'un zébu. Cette initiative a pour but de réduire la charge de la famille. L'échange est effectué que s'il y a eu accord avec la famille du prétendant. La jeune fille à marier n'a pas son mot à dire. Par ailleurs, dans mon pays, 9 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour à cause du sous-développement économique, alors qu'il est stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 23, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Donc, si l'on est une femme à Madagascar, issue d'une famille pauvre et sans diplôme, que faire? Et là, interviennent les marchands d'esclaves. Ils utilisent la télévision et ces jeunes filles vont alors s'inscrire dans ces agences volontairement ou influencées par leur propre famille. Elles quittent leur pays pour un salaire de 160 € par mois seulement, une somme qu'elles ne toucheront jamais car peu d'entre elles reviendront au pays vivantes. Cette somme, qui vous semble dérisoire, est cependant 6 fois supérieure au salaire minimum à Madagascar. Ces marchands d'esclaves modernes profitent de la situation économique, de la situation politique instable. Ils opèrent par le biais d'agences de placement destinées à aider les femmes à trouver du travail. Selon un rapport des Nations Unies, 4000 femmes malgaches sont actuellement esclaves au Proche et au Moyen-Orient. Via des agences de placement, de très jeunes femmes sont vendues au Liban, au Koweït et dans les Émirats. Ces agences reçoivent une somme exorbitante de 1 500 à 2 700 € pour chaque femme envoyée de la part des clients avec lesquels elles ont un contrat. Parties pleines d'espoir, arrivées à destination, elles sont souvent victimes de viols, d'abus psychologiques, de torture physique, de séquestration, de confiscation de papiers et de plus, ne sont pas payées. Toutes croient qu'à l'extérieur de Madagascar, c'est l'Eldorado. Et pourtant, en partant dans ces pays étrangers, l'État ne leur fournit aucune protection,
car elles perdent leurs droits, leurs papiers, leur identité. Après 3 années de séquestration, de maltraitance et de travaux forcés comme bonnes à tout faire, leurs tortionnaires s'en débarrassent. Alors, pour Fatouma, après 2 années et 8 mois à gérer 3 enfants en bas âge, à dormir 3 heures par nuit à même le sol, à se nourrir des restes de la famille, à subir les viols du père et les violences de son épouse jalouse, elle finit par rentrer au pays. Nous sommes, mesdames et messieurs, devant une atteinte manifeste des droits de l'homme, car dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est écrit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Femmes devenues esclaves, les familles sans nouvelles se mobilisent. Elles demandent leur rapatriement auprès de ces agences, mais celles-ci refusent, car cela leur coûterait trop d'argent. Cela est une nouvelle atteinte aux droits de l'homme, car dans l'article 13 de ce texte ratifié par Madagascar, il est écrit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays. Lorsqu'elles se tournent vers les autorités du pays d'accueil, elles sont souvent obligées de retourner travailler pour les employeurs qui les maltraitaient ou de travailler contre leur volonté pour de nouvelles familles. La plupart meurent là-bas et leur corps est jeté à la mer. Rares sont celles qui ont les moyens de se payer un billet de retour. Les employés de l'aéroport d'Ivat voient souvent des Fatoumas au visage boursouflé. Et la situation de ces femmes devient donc banale, sans aucun intérêt. La plupart échouent à l'hôpital psychiatrique d'Antananarivo. Les victimes ont aujourd'hui plus conscience que jamais de leur condition d'esclaves, mais constatent avec désespoir que le public reste insensible à leurs douleurs, mal informé ou préférant tourner la tête. Alors, ne tournons pas la tête, mesdames et messieurs, car voilà le prix que sont prêts à payer beaucoup de femmes de mon pays pour la réussite. Beaucoup les jugent comme inconscientes, mais qu'auriez-vous fait à leur place? Je vous demande, au nom de ces femmes, de faire pression sur l'État malgache pour qu'il respecte les textes internationaux qu'il a signés, qu'il amende la loi pour prévoir des peines plus sévères contre le travail forcé, qu'il mette fin à ces agences de placement pour que le trafic de femmes soit aboli, que l'État malgache sensibilise le monde pour que cet acte soit considéré comme un crime contre l'humanité. J'en appelle maintenant aux jeunes filles qui aujourd'hui se poseraient la question d'un départ, de bien se renseigner sur les dangers de travailler sans protection dans des pays étrangers. Et là serait ma victoire si l'une d'entre elles changeait d'avis après cette plaidoirie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.